Salut à toi, c'est Greg, j'espère que tu as la forme. Aujourd'hui, je voudrais qu'on traite un sujet que je trouve extrêmement intéressant, c'est celui de mettre de l'apport ou pas dans un investissement locatif ou dans ta résidence principale tout simplement. Et je vais te donner un peu quelques chiffres aujourd'hui pour que tu comprennes bien l'impact que ça a sur ton activité en locatif ou sur même une activité de marchand de biens ou peu importe. Enfin, l'apport, c'est quand même quelque chose de crucial. Tu le sais, quand on fait de l'investissement, l'argent est roi, on dit souvent cash is king. L'argent permet de faire beaucoup de choses, permet de débloquer pas mal de situations. Et je trouve que la question de l'apport est quand même relativement importante pour qu'on la traite ici, toi et moi, aujourd'hui. Parce que, tu sais, régulièrement, j'appelle des copains investisseurs ou des copains chasseurs ou des marchands de biens. Enfin, j'essaie de faire ça assez régulièrement pour prendre la température du marché, voir un peu comment ça se passe, comment ils travaillent. Et c'est toujours extrêmement intéressant de discuter avec d'autres copains investisseurs pour voir un petit peu ce qu'ils font, leur actualité, se remotiver. Et du coup, dans les conversations, vient assez régulièrement la question de l'apport. Donc, je te l'ai dit, cash is king, l'argent est roi. Beaucoup de gens font l'erreur de mettre un maximum d'apport dans soit un investissement locatif ou soit dans une résidence principale. Je pense que c'est une très très grosse erreur, c'est une très très grave erreur. Évidemment qu'aujourd'hui, la banque va te demander assez régulièrement, on va même voir à chaque fois, au minimum 10% d'apport ou au moins les frais de notaire, les frais de dossier, les frais de garantie. Les frais de garantie correspondent à environ 1% du montant global. Les frais de dossier, on est entre 300 et 500 euros suivant les banques. Et les frais de notaire, ça va dépendre de la grosseur du projet que tu vas amener en banque. Évidemment, donc on arrive assez rapidement en immobilier sur des sommes assez considérables. Parce que même si tu achètes un appartement 100 000 euros, tu peux vite te retrouver à mettre 8 ou 10 000 euros d'apport sur la table. Et donc ça va assez vite. Et du coup, je me suis amusé à faire quelques petits calculs. Je me suis amusé à calculer si par exemple tu décides d'acheter un bien immobilier qui coûte 200 000 euros et que tu mettais 50 000 euros d'apport sur la table pour pouvoir l'acquérir. Ok, donc la banque va être contente, la banque va être super heureuse de voir que tu mets autant d'apport sur ce bien immobilier. Mais il va y avoir un petit problème, c'est que après derrière ta trésorerie, alors si tu mets tout, du coup tu n'as plus de trésorerie derrière. S'il y a un dépassement de travaux, si l'artisan te dit il y a plus de travaux que prévu ou tu dois faire des choses en plus qui n'étaient pas prévues, comment tu te retournes? Qu'est-ce que tu fais si te manque cette trésorerie-là? Et de deux, évidemment que ça va avoir un impact sur ton cash flow, ça va avoir un impact sur la différence entre tes charges et tes loyers. Pour prendre cet exemple à 200 000 euros, si tu mets 50 000 euros, d'épargne, alors j'avais pris un exemple où on était quasiment à 1500 euros de loyer ou 1600 euros de loyer. Et en fait, en gros, tu te retrouvais avec 800 euros de cash flow, je crois, dans mon exemple. Et j'ai fait le même calcul, mais avec en mettant seulement 10 à 15 000 euros, seulement 15 000 euros d'apport. Et du coup, là, je me suis retrouvé avec environ 130, 140 euros de différence de cash flow sur cet investissement-là. Alors tu vas me dire, ah, Greg, 100 euros de cash flow, c'est pas énorme. Et effectivement, le fait que ce soit pas énorme, mais du coup, toi, derrière, tu vas récupérer 30 000 euros, enfin, en l'occurrence, moins que ça, mais tu vas récupérer 35 000 euros d'épargne que tu n'auras pas besoin d'amener à monsieur le banquier, que tu n'auras pas besoin d'amener à la banque pour acquérir ce bien. Donc si la banque, dans cet exemple-là, te demande que les frais de notaire, les frais de garantie, les frais de dossier et que tu en as pour environ 15 000 euros, je force le trait, je simplifie les choses pour que ce soit vraiment bien clair pour tout le monde, ok? Et du coup, le reste de l'épargne que tu voulais mettre, donc les fameux 50 000 euros, du coup, ils vont juste te faire gagner 100 euros de cash flow par mois et c'est pas ça qui va faire vraiment la différence sur tes investissements, c'est pas ça qui va faire la différence sur le long terme, même si évidemment ça fait 100 euros, ça fait 1000 euros par an, du coup oui, ça fait gagner un peu de cash flow, mais il vaut mieux garder cette épargne pour soit devoir gérer des travaux supplémentaires, soit devoir gérer potentiellement des impayés, ça peut arriver, soit gérer des choses qui n'étaient pas prévues, typiquement un dégât des eaux, un appartement qui devient absolument impossible à louer, donc là forcément tu n'as pas de rentrée d'argent, et du coup qu'est-ce que tu fais? Et là pour le coup, dans cet exemple, le fait de mettre de l'apport, du coup ça va te bloquer pour le reste, parce que si tu mets tout ton apport dans un bien immobilier, dans ce bien immobilier, tu vas te retrouver avec, concrètement, tu vas te retrouver bloqué pour enchaîner, tu vas te retrouver bloqué pour faire de nouvelles acquisitions, tu vas te retrouver bloqué pour accélérer. Et c'est pas bon, en fait, on n'investit pas comme ça. Je vais te donner un autre exemple. Imaginons que tu veuilles acheter un appartement 100 000 euros, ok? Tu as ces 100 000 euros disponibles, ok? Tout le monde n'a pas 100 000 euros, j'en suis bien conscient, mais 100 000 euros, ça fait une jolie somme et tu as la possibilité d'acheter cet appartement cash. Si tu l'achètes cash,
ce qui va se passer, c'est que tu vas rentrer des loyers tous les mois qui sont pas du tout, où il n'y a pas du tout en face de crédit. Donc, admettons que ce soit un appartement que tu puisses louer 500 euros, mais tu vas faire rentrer 500 euros tous les mois. Ça fait 6 000 euros à l'année. Ça fait une jolie somme, c'est sympa. Suivant ce que tu as mis comme travaux dedans ou pas, peut-être que tu as payé des impôts ou pas. C'est pas le sujet du jour. Mais là où je veux te faire comprendre, c'est que si, admettons, que la banque te demande pour 10 appartements 10 000 euros d'apport, et ben du coup, ton effet de levier il est quand même considérable parce que si tu as réussi à lever, si tu as, réussi à acheter 10 appartements en mettant que seulement 10 000 euros à chaque fois, ça veut dire que tu vas lever 900 000 euros de dette si tu me suis bien, ok? Parce que tu as mis 10 000 euros d'apport à chaque fois et tu as levé 900 000 euros de dette. Et sauf qu'en face, tu as 10 appartements, donc du coup, tu as du patrimoine qui commence à être généré. Tu commences, au bout d'un certain temps, tu vas commencer à amortir du capital. Et quand tu vas commencer à amortir sur 10 appartements du capital, alors tu vas peut-être pas faire ça 10 appartements séparés, parce que si tu fais 10 appartements séparés, c'est un peu compliqué, mais si tu fais par exemple ça sur t'achètes plusieurs immeubles et que ça fait 10 appartements et que tu te retrouves vite avec 2 000, 3 000 euros, 4 000 euros de mensualité, de crédit, bah, du coup c'est tout de l'argent que tu vas amortir chaque mois. Ok? Donc là on n'est plus du tout sur les mêmes cas de figure. C'est-à-dire que tu vas peut-être générer du cash flow, tu vas peut-être générer aussi du coup l'amortissement de capital. Donc comme je te l'ai dit, chaque mois, et ben, du coup tu rembourses la banque, tu vas rembourser la banque avec le loyer des locataires. Les locataires vont te payer un loyer et du coup tu vas pouvoir rembourser ce capital. Et quand tu as 10 appartements, comme là je t'ai expliqué, en gros, en forçant le trait entre 2, 3, 4 000 euros de mensualité, bah, c'est tout l'argent que tu amortis chaque mois. Donc du coup tu vois que l'effet de levier il est quand même considérable par rapport à mon exemple précédent où j'expliquais qu'en fait si tu t'achetais cet appartement cash, donc du coup t'as pas de crédit en face, mais du coup l'effet de levier est vachement moins important, que tu n'amortis pas de capital et que tu t'enrichis en gros moins vite, tu vois. Alors que l'effet de levier là sur mon exemple typique sur les 10 appartements, ben, comme tu amortis beaucoup de capital, ben là forcément tu vas beaucoup plus vite, tu vas beaucoup plus fort, tu commences à avoir un patrimoine qui est beaucoup plus important. J'ai pas parlé de plus-value, hein, j'ai parlé que d'amortissement de capital, j'ai parlé un petit peu de cash flow, mais je parle surtout là de l'impact de l'apport sur ton patrimoine et sur la façon dont tu vas grossir, quoi. Donc ce que j'essaie de te faire comprendre dans cette vidéo, c'est que moins tu mets d'apport, mieux c'est. Évidemment, c'est quelque chose qui est super important. Donc là, je te l'ai expliqué clairement que grâce à l'effet de levier bancaire, grâce au fait de lever de la dette, à chaque fois que tu achètes un nouveau bien, ben, tu vas pouvoir assez facilement, oui et non, tu vas réussir à développer ton patrimoine, à amortir du capital et du coup t'enrichir sur le long terme. Parce qu'imagine-toi, dans mon exemple des 10 appartements, que tu gardes ces biens plusieurs années, 3, 4, 5 ans, voire plus, voire même 10 ans, bah, si tu amortis 3 000 euros de capital mensuel sur 10 ans, je te laisse faire des maths, mais les sommes sont juste considérables, quoi. Après, je te parle pas d'arbitrage, ni de plus-value, ni ainsi de suite, je te parle juste purement d'amortissement de capital, de levier bancaire et de fait de lever de la dette. Donc si tu as évidemment de l'apport, garde-le au chaud pour tes travaux, pour la vie du quotidien. Il peut t'arriver d'autres bricoles dans la vie du quotidien, une voiture qui te lâche, ça peut être des problèmes perso, il peut se passer plein de choses dans la vie, et du coup il faut impérativement garder cette épargne de côté, et ensuite tu dois aussi t'en servir à bon escient. Et le dernier point que je voulais aborder avec toi dans cette vidéo, c'est il faut que tu te serves de l'apport comme un joker, comme une carte magique quand tu vas aller voir à la banque. En fait, c'est comme si tu mettais un bonbon devant un enfant, quoi. C'est pareil, quoi. Les enfants, ils raffolent de bonbons. Là, du coup, le banquier, il raffole de l'apport. Donc, si tu dis, monsieur le banquier, je voudrais acheter un nouveau bien, monsieur le banquier va te dire, ben, il va falloir de l'apport. Là, vous avez de l'endettement, vous commencez à avoir du patrimoine. Du coup, là, au niveau apport, ça serait bien que vous mettiez peut-être 30, 40, 50 000 euros au lieu de ce que je vous demandais d'habitude, c'est-à-dire peut-être que 10 ou 15 000, tu vois. Donc, c'est à ce moment-là, quand tu vas commencer un peu à te retrouver bloqué, quand tu vas commencer un peu à avoir plus de difficultés à te faire financer, à dire à monsieur le banquier, bah, écoutez, moi j'ai X milliers d'apport, là j'ai vraiment envie de faire cet investissement, j'ai vraiment envie d'acheter ce bien, et là du coup c'est peut-être à ce moment-là, sur ce super joker, qui va te permettre de débloquer la situation qui était mal engagée au départ, tu vois. Parce que si tu te pointes devant le banquier et que tu dis, monsieur le banquier, bah, écoutez, je voudrais acheter ce bien, et que monsieur le banquier te demande un apport et que tu n'as pas, bah, du coup tu peux pas aller plus loin, tu vois. Donc voilà, c'est un peu le centre de la réflexion du jour, c'est-à-dire que l'apport, vraiment gardez-le au chaud, gardez-le pour le long terme, continuez à faire ce que vous faites, c'est-à-dire vivre frugalement,
N'achetez pas de grosses voitures à crédit. Continuez à essayer d'épargner. Alors, je ne dis pas qu'il faut faire ça comme en mode bourrin, mais essayez d'avoir une vie extrêmement simple. Vous n'avez pas besoin de super belles fringues, vous n'avez pas besoin de super belles voitures. Continuez d'utiliser votre argent comme apport pour développer votre patrimoine, pour accélérer. Peut-être qu'à terme, vous pouvez faire comme moi un petit peu de marchand de biens pour encore plus accélérer fort, parce que vous serez bloqué par les banques et que du coup ça deviendra plus compliqué. Et donc du coup voilà pour la vidéo du jour. Donc j'espère que ça t'a plu. N'hésite pas à mettre un pouce like si c'est pas encore fait. Abonne-toi. Je te dis à très vite pour une nouvelle vidéo. Je te souhaite un excellent cash flow. À bientôt. Ciao ciao.